Le mois de l'histoire des Noirs en Amérique du Nord. Ça vous dit quelque chose? Ça, chaque mois de février, depuis de très nombreuses années, on souligne, je dis bien, on souligne ici en Amérique du Nord particulièrement, ce mois qui nous rappelle beaucoup de choses. On parle ici de l'histoire même des Noirs, particulièrement ceux qui ont vécu ici en Amérique du Nord et ici au Canada. On revient un petit peu à l'époque de Mathieu D'Acosta. Aujourd'hui, à l'émission, nous recevons, en fait, pour ce spécial du mois de l'histoire des Noirs, nous recevons une grande dame. Elle va se présenter elle-même. Son nom, Tatiana Zinga Botao. J'ai bien prononcé. Elle est cofondatrice donc du collectif Elle. Elle devrait être, en fait, elle est ici, en principe, elle devait être à deux, mais c'est Madame Zinga qui a accepté de se présenter à la télévision. Elle évolue dans le domaine du théâtre. Et attention, ça n'est pas n'importe qui, elle a fait plein d'autres choses. Elle est aussi, je vous le souligne, originaire de la République démocratique du Congo. Donc, la surprise. Bonjour et merci de votre présence. Bonjour, merci de m'accueillir ici. Comment ça va? Ça va très bien. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. Je le souligne ici, vous êtes cofondatrice du collectif Elle. Oui. Ça veut dire quoi ça, ce collectif? Donc le collectif Elle, c'est un collectif de plusieurs artistes femmes noires qui se sont rassemblées pour mettre en lumière, pour faire rayonner les accomplissements d'autres artistes femmes noires. Donc on était trois, moi-même, Shelby Jean-Baptiste et Sharon James. On a réalisé que on se connaissait, mais qu'on se croisait aux auditions sans se connaître, que c'était souvent... vous savez, les auditions, c'est comme... c'est une ambiance un peu de compétition. Donc, c'était comme... On se regardait un peu de loin, on était toujours un peu mal à l'aise. Du coin de l'œil, quoi. Pas de solidarité. Du coin de l'œil, quoi, quelque Donc, on part. se connaissait sans se connaître. Donc, un jour, je me suis dit... Après avoir rencontré Shelby et Sharon, j'ai dit, mais finalement, on se croise aux auditions, on s'aime beaucoup, on se respecte beaucoup. Je les vois à leur show, à leur spectacle. Pourquoi on ne se réunit pas tous pour apprendre à se connaître, pour qu'il y ait une vraie solidarité? Donc, on s'est réunis, on a été brunchés, puis on s'est dit, OK, on fait une expo photo où on réunit toutes les femmes noires, autrices, réalisatrices, productrices, comédiennes qu'on connaît. Rien que pour se rassembler, en fait. Exposition photo, 14-15 février, c'est Oui. ça? Vous parlez ici d'audition, j'ai bien compris. En fait, qui êtes-vous? Comment ça, qui je suis? Je suis curieux, moi. Vous parlez d'audition, vous parlez du monde artistique. J'ai bien retenu, là. Qui êtes-vous? Je suis comédienne. une comédienne, c'est ça. J'ai gradué du Conservatoire d'art dramatique de Montréal il y a 6 ans maintenant. Et depuis, j'évolue en tant que comédienne. Donc, je fais principalement du théâtre. J'en fais pas mal cette année. Je fais du cinéma aussi. J'en ai fait beaucoup l'année passée, puis il y a 2 ans. Je fais quelques apparitions à la télé, mais c'est des toutes petites, mais c'est ça. Pourquoi des toutes petites? J'ai moins de propositions de rôles intéressants aussi. Puis c'est ça, c'est pour ça aussi ce collectif-là, c'est que je trouve que on est énormément de femmes noires à évoluer dans ce métier-là, mais on a moins d'opportunités, je trouve, de rayonner. Quand on entend, enfin, comme tout le monde, je suis comme tout le monde, je regarde, devrais-je dire, j'écoute la télé, mais je la regarde. On entend souvent les patrons à un moment donné dire ah ben parce qu'il n'y en a pas, il n'y a pas beaucoup de. Vous avez entendu comme moi. Bon, je l'entends très souvent moi aussi. Il n'y a pas beaucoup de comédiens, de comédiennes noirs dans ce domaine-là. On ne sait pas ce qu'ils font, mais ils font autre chose. Pourtant vous êtes là. Non, ça fait 8 ans que vous avez terminé. 6 ans. 6 ans déjà. Je ne suis pas seule. Puis ce qui est génial avec ce collectif-là, c'est qu'on les a toutes répertoriées. Donc maintenant, si on veut nous chercher, il suffit de taper sur Internet. Bientôt, il va y avoir un site Internet plus que la page Facebook. Oui. Puis on va toutes les répertorier. Puis c'est des personnes formées, là. C'est pas juste... Je peux vous faire parler, mais moi, je suis quelqu'un... Il y a des choses que je ne sais pas. On ne peut pas tout savoir, vous savez. Est-ce que parce que vous êtes noir? Est-ce que parce que votre accent emmerde un petit peu? Vous parlez avec un accent qui est... qu'on appelle ici, moi je l'ai appris ici, l'accent pointu. Ah, pointu, bon, il n'est pas carré. Parce qu'attention, il y a quand même, ça on doit se le dire, là. Il y a plusieurs types d'accents. Hein. Ouais. Ici, moi quand je suis arrivé ici, j'ai su que je parlais pointu. avec le petit bouche comme ça. Alors je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que moi c'est tu? Alors eux c'est comment? Attention, eux c'est... J'ai bien posé. Eux c'est comment? J'entends po, lo. C'est pas ma bouche devient po. Fermé, ça veut dire, si vous avez fait la phonétique, ça veut dire le A fermé, le A fermé, O, qui devient presque un A British en anglais. O, comme le A, c'est fermé. Le francophone, nous, c'est ouvert. Pas là, on ouvre la bouche. Alors, vous, c'est pointu comme moi. Oui, j'ai grandi en Europe aussi, donc c'est sûr que j'ai un petit accent un peu... Pointu.
pointu, Mais européen. comment on fait? Est-ce que vous devez casser ça ici pour Non, parce que travailler? j'ai une formation vraiment classique du conservatoire. Donc, Oui. on apprend la diction. Oui. Puis je fais énormément de théâtre. Oui. Et en théâtre, on parle d'une manière, on appelle ça le français normatif ou le québécois soutenu. Le Québécois Le soutenu. Québécois soutenu. J'apprends des choses. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, c'est-à-dire Québécois que c'est un soutenu? Québécois un peu moins relâché. On ne dira pas, là. On dira pas. Moins c'est comme relâché, un petit- donc il y a ouais, un lâché petit- et relâché. Oui, c'est pour uniformiser un peu les accents de tout le monde. Ok. C'est ok. étrange, mais ça permet à des gens, par exemple, comme moi, qui ont un accent un peu plus pointu, de jouer. Par exemple, au théâtre, j'ai moins de problèmes pour jouer parce que il suffit que je relâche un peu plus mon accent pointu, puis ça peut donner un... Il faut relâcher votre accent, parce que Ça si vous ne dépend des relâchez pas... rôles. Ben, c'est que le problème aussi, c'est qu'on rencontre, vous savez, les séries télé, c'est un imaginaire qui est créé par des Québécois, puis c'est un imaginaire québécois. Donc, pour qu'il y ait dans une série quelqu'un qui parle comme moi, il faut que je fasse partie de l'imaginaire Ouais. artistique Donc de vous devez quelqu'un. absolument parler finalement le Québécois authentique, c'est ça? Un peu, je dirais. Ouais. On voit moins maintenant, comme dans des séries comme récemment, j'ai vu Amour d'occasion de Eva Kabouya, où j'ai entendu des gens avec un accent. Mais moi, c'est ce que j'entends tout le temps, Oui. des gens avec des accents différents. Mais je pense que c'est une affaire de nouvelle génération, parce qu'elle est plus jeune, j'ai Parce l'impression que... justement, l'accent différent, ce n'est pas ça le nouveau Québec? Bien C'est sûr. pas ça Montréal? Pour moi, oui. Moi, quand Pour moi, je c'est mon circule Québec. partout, écoutez, je vais vous dire une chose. Moi, je suis arrivé depuis 73. Ça paraît pas, 73. J'entendais des gens de partout Ah, mais il y parler en a à toujours Montréal, eu, je pense. les restaurants et tout ça. Chacun avait son accent. Et c'était mignon. Il y en a toujours eu, c'est juste que ça ne s'est pas encore rendu dans le paysage artistique, mais ça arrive. Comment Là. l'expliquez-vous? Je sais pas. Est-ce que parce que les producteurs, les réalisateurs vivent au passé ou vivent dans un autre monde, ne vivent pas au Québec, ou voudraient nous montrer une autre image que c'est ils vivent que au le Québec Québec. d'aujourd'hui que nous connaissons? Mais je ne sais pas où ça a comme, on dirait que ça a stagné Oui. un peu. C'est peut-être resté un peu 20-30 ans en arrière. Oui. Mais je sens un mouvement d'aller, de rejoindre 2020. Là. Je le sens, ce Ça veut dire mouvement-là. qu'on dit aux étrangers, oui, vous êtes québécois, mais attention, là, parle comme nous. Si tu ne parles pas comme nous, tu n'es pas québécois quelque part. Est-ce que c'est pas ça? Si tu veux travailler, parle comme nous. Si tu viens avec tes histoires, là, machin, là, ça marche pas. C'est difficile, pas ça? c'est vrai. Je ne sais pas, parce que je travaille quand même vraiment beaucoup. Oui. Puis avec mon accent pointu. Donc, Vous travaillez quand même beaucoup. Je on travaille accepte. quand même beaucoup. Pour des rôles réservés aux personnes qui devraient s'exprimer comme ça. oui, Voilà. à la télé, oui. Voilà. Mais Ça, je vais quelqu'un pas le cacher. de normal, de la vie de tous les jours, doit s'exprimer. Je ne dirais pas une dictature linguistique, mais doit s'exprimer comme monsieur, madame, tout le monde. Oui, ici. non, mais il y a vraiment encore du chemin à faire au niveau de la diversité audible. C'est un mot que j'ai entendu récemment. Puis oui, c'est pas seulement pour moi, il y a les Français aussi. Il y a c'est vraiment... quand on a une différence linguistique, quand on a un accent linguistique, c'est très difficile quand même d'évoluer dans le milieu des arts ici. Dites-moi, je vais Vraiment. inverser un peu les choses, parce que je suis certain qu'il y a des Québécois qui nous suivent. Et moi, j'ai de la famille. J'ai beaucoup de familles avec des Québécois. Mes enfants sont nés ici. Je suis Québécois quelque part. Mais la question qu'eux se poseraient, c'est que nous, quand on va ailleurs, dans le même domaine artistique, théâtral, cinéma, en France par exemple, en Oui. Belgique, en Suisse, on nous oblige pratiquement de prendre des cours. Oui, ils prennent l'accent, c'est vrai ça. Pour parler. Ici, nous, on ne vous oblige pas de prendre des cours. On vous demande de parler comme nous. Ouais. Mais moi, je parle comme les gens d'ici. C'est juste que je parle avec mon accent. Mais moi, je jure, je sac, je fais tout. Là. Je suis une vraie keb, là. Ouais. Mais avec mon accent pointu. Donc Mais au lieu de dire y a pas plus tabarnak, c'est keb. tabernacle. Exactement. Mais il n'y a pas plus keb, mais keb pointu. Mais... Tatiana Zinga Botao, cofondatrice collectif Elle. On parle beaucoup du mois de l'histoire des Noirs. C'est la période, raison pour laquelle nous vous avons invité à cette émission. Je pose ma question directement. La pertinence même du mois de l'histoire des Noirs en Amérique du Nord. Croyez-vous sincèrement en cette pertinence en fait, d'en parler? Sinon, pourquoi? Et quand on parle ici d'une histoire qui est, je précise, l'histoire des mois des Noirs, une histoire qui est inconnue ou encore qui a été déformée. Je vous demande de commenter. Je comprends la pertinence de ce mois-ci. Moi, comme je disais plus tôt, j'ai grandi à Bruxelles. Donc, à Bruxelles, on ne fête pas le mois de l'histoire des Noirs. On devrait, finalement, parce que les Congolais, par exemple, comme moi, les Belges d'origine congolaise, connaissent peu leur histoire. Puis, je pense que ça fait partie de l'histoire de la Belgique aussi. Ça devrait être enseigné à l'école. Puis, malheureusement, comme ici, l'histoire des Noirs n'est pas enseignée à l'école, alors qu'elle fait partie intégrante de la société. Donc je pense que comme ce n'est pas fait à l'école, comme ce n'est pas fait dans les enseignements,
Je pense qu'il est normal, puis il est notre devoir que ce soit enseigné. Après, c'est dommage que ce soit juste un mois, parce qu'en fait, cette histoire-là devrait être tous les mois, elle devrait être enseignée tous les jours, en fait. Mais si on est rendu là, OK, on est rendu là. C'est comme de la discrimination positive. Si on est rendu à la discrimination positive, d'accord. En espérant que dans 50 ans, on n'en aura plus besoin. Mais on va le prendre en attendant. D'accord. L'histoire du mois des Noirs, maintenant pour nous-mêmes, Noirs, Africains, Antillais, pour nos progénitures, pour nous-mêmes surtout. Et moi, je vous ramène ici, je parle toujours de moi, pour bien saisir mes choses. Tout petit garçon, je voyageais déjà très jeune un peu partout dans le monde avec la famille. Et j'étais souvent victime, pour le dire ouvertement, puisque j'étais dans une école à majoritairement blanche. J'étais le seul noir dans toutes les classes où moi j'ai été, pratiquement à l'école primaire jusqu'au niveau du secondaire. Et à chaque fois, bon, j'avais des insultes comme tous les enfants. Vous savez, les enfants comme ils sont, sales, nègres, des trucs comme ça. Et je rentrais chez nous vraiment choqué. Je disais à mes parents, mais pourquoi je suis noir? Mais dites-moi, qu'est-ce qu'il y a de fier chez nous? Qu'est-ce qu'il y a de fierté? Qu'est-ce qu'on a nous fait? Pourquoi est-ce que moi je dois être fier d'être noir? Et mon père me disait toujours, fiston, on se calme. Il faut que tu sois très fier de toi, mon fils. Très, très fier. Et à chaque fois, ça me trottait un peu. Quand je voyais les autres noirs, je voyais les vieux, partout où j'ai voyagé, que ce soit à New York, je voyais tous ces noirs-là, comment on était, notre habillement, façon d'être, tenue, tout ça. L'Europe, n'en parlons pas. J'en voyais aussi à Bruxelles, Paris et autres. Ici même, j'en voyais aussi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que nous, on a de pouvoir dire que nous sommes fiers? Et c'est en vieillissant, en lisant tout seul, que j'ai compris, oh mon Dieu, il y a des choses absolument, on dirait que notre histoire nous a été cachée. Et cette histoire, et là, je m'arrête ici. Je vais vous demander de répondre. Est-ce que selon vous, cette histoire-là a été, comment dirais-je, déformée, troquée même, depuis le continent jusqu'à ce jour? C'est une bonne question. Je pense qu'elle n'a pas été assez racontée. Déformée, c'est sûr, oui. Mais je pense que notre histoire, l'histoire des Noirs, n'est pas assez documentée, ou elle ne se rend pas à nous. Mais on n'en parle pas assez, on ne l'enseigne pas. Je pense vraiment d'où la nécessité de ce mois-là. Mais moi, je pense que ça devrait s'étaler à plus. Ça devrait être, comme je disais, dans les écoles. J'ai vu qu'il y a beaucoup d'associations maintenant qui font comme des lectures une fois par mois pour les plus jeunes, sur l'histoire, par exemple, des Antilles, l'histoire d'Haïti, l'histoire des Congolais. Ça, je trouve ça important. Moi, j'avais déjà ça avec mes parents. Donc, j'avoue que mes parents sont des fiers Congolais. Donc, nous, on rentrait à la maison, puis je me faisais traiter de noir. Mes parents étaient comme, noir, tu sais, c'est quoi? Je vais t'apprendre. Il y avait une fierté. Oui, justement, vos parents, comme les miens, on avait cette fierté. Oui. Mais selon moi, une fierté qui, pour nous, les enfants, était vide, quelque part. Je suis tout à fait d'accord. Puis moi aussi, c'est en vieillissant que j'ai comme développé cette fierté-là. Mais c'est quand j'ai eu à lire moi-même. Parce que là, c'était mes parents qui me l'apprenaient. Bon, c'était des livres et tout, c'était un peu barbant. Mais quand j'ai grandi, puis que c'est moi-même qui me suis mis à me documenter, puis à rechercher, puis voir là que... Mais c'est incroyable, là, c'est pas juste des ingénieurs, des artistes, des inventeurs, il y a de tout. En fait, non seulement on a toujours été là, puis on a toujours inventé. Nous avons reçu quelqu'un à cette émission qui nous parlait de Tombouctou, que je connaissais très très vaguement, mais bon, Tombouctou, il y avait une université qui existait déjà avant même l'arrivée de ces Blancs. Et c'est là où on voit que vraiment l'homme noir, la femme noire, on est des gens qui avons fait des choses extraordinaires, mais ce sont ces choses qu'on a cachées ou qu'on a complètement déformées. Et le mois de l'histoire des Noirs, pour vous, collectif L, les photos que vous allez présenter, le contenu même, quelle est la signification en fait de ces photos? En fait, nous, on a vraiment été dans on veut vraiment que transparaît le rassemblement qui a été fait cette journée-là d'été. Il y a eu un rassemblement, il y a eu un regroupement, il y a eu une unité en fait. Et une solidarité que je trouve qu'on a rarement dans ce domaine. À cause du fait que souvent, il n'y a de la place que pour une. Pour une, c'est-à-dire? Pour une, par exemple, comme je parlais d'audition plus tôt, si on est toutes dans la même, on se retrouve toutes aux mêmes auditions, parce qu'il y a la place que pour une seule. On sait que s'il y en a une qui est choisie, il n'y en aura pas deux dans une émission. Et je pense que je voulais vraiment avoir cette solidarité, parce que c'est des femmes que j'admire tellement, mais on les voit en audition, on est tous stressés parce qu'on sait qu'il n'y a qu'une place. Je me suis dit, non, c'est pas vrai qu'on va continuer à faire ça. On s'aime trop pour faire ça. Même quand on ne se connaît pas, on s'aime. Donc, je pense que dans cette exposition photo, ce qui transparaît, c'est vraiment la solidarité qui est entre nous. Puis aussi notre singularité aussi. Parce que oui, finalement, la chose qu'on a en commun, c'est qu'on est des femmes, on est noirs, puis on est des artistes. Mais c'est tout. On est extrêmement différentes, c'est fou. Parfois, c'est même drôle qu'on se retrouve aux mêmes auditions. On n'a même pas le même casting.
C'est incroyable. Donc c'est ça. Dites-moi, parler de l'histoire des Noirs, nous sommes différents. On parle de plusieurs Afriques, on parle de plusieurs Noirs, il y a nos frères des Antilles, qui aussi ont une culture qui diffère quand même des Africains. Tout ça mis ensemble, aujourd'hui, vous qui êtes né en zone Europe, qui évoluez ici, au Congo. Vous êtes né au Congo, vous me donnez cette impression d'une dame qui est née en zone Europe quelque part. Vous êtes né au Congo et grandi en zone Europe, en Belgique plus précisément. Oui. Est-ce que, sincèrement, là, vous avez fait un domaine pour les parents? Je ne sais pas comment est-ce que vos parents ont réagi quand ils ont su que leur fille prenait des cours pour devenir une comédienne ou une actrice dans un conservatoire. Comment ont-ils réagi, sincèrement? Bon, il faut dire qu'avant, j'ai fait ma maîtrise en journalisme pour que ça passe mieux. Oui. Puis, non, ils ont été vraiment surpris. Ils l'ont pas très bien pris au début. Une femme qui a fait sa maîtrise en journalisme et qui décide d'aller jouer le rôle de menteuse quelque part. Oui. Comme disait ma mère, c'est faire jouer de la comédie, c'est mentir, se perdre soi-même. Ouais, on peut voir ça comme ça. Non, au début, ils étaient déçus. Puis je pense que c'est de bonnes intentions. C'est qu'un parent, ça veut que son enfant réussisse dans la vie, qu'il soit heureux. Puis je pense que mes parents, ils ont l'image qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a des situations difficiles de manière monétaire. Exactement. Donc ils se sont dit, oh mon Dieu, ma pauvre fille, toute seule à Montréal. En plus, vous avez un père, je pense, médecin, c'est ça? Ma mère est médecin, oui. Ma maman est gynécologue. Votre papa est ingénieur, c'est ça, oui. Et ils voient leur fille aller dans un domaine, surtout en Afrique, où l'on dit que les arts, c'est... Mais c'est ça, puis ils ont tellement de préjugés sur les comédiens aussi, je pense. Donc au début, ils étaient extrêmement déçus. Ils sont venus me voir lors de ma graduation, puis là, ils ont dit, on a retrouvé notre petite fille. Ils ne m'avaient jamais vue aussi heureuse comme ça. Ils ont vu que c'était un métier très sérieux, dans lequel je pouvais évoluer, puis dans lequel la maîtrise aussi que j'ai fait en journalisme aide beaucoup aussi. Ah oui? Oui. Dans quel sens? C'est que... Il y a l'art de déclamer aussi. Oui, il y a, oui, bien sûr, l'art de déclamer. Exactement, tout se retrouve là-dedans. Oui. On dit souvent que le théâtre, c'est l'art intellectuel. Moi, je ne trouve pas, mais c'est très proche quand même. Alors, je termine ici cette interview avec une toute dernière question. En tant qu'artiste noire, femme noire, dans le domaine du théâtre, en fait, de la comédie, du cinéma et autres, et je m'arrête ici, sincèrement. Croyez-vous avoir une chance de réussir ici dans votre domaine, au Québec, en Amérique du Nord, tel que vous êtes là? Oui, sinon je ne serais pas ici. Oui, comment? Oui, mais moi je vais me la créer moi-même, ma chance. J'attends pas qu'on me la donne. Vous allez vous la créer vous-même? Bien sûr, comme j'ai toujours fait. Maman, merci infiniment. Merci, je vous appelle Maman. Merci infiniment d'avoir accepté cette interview. Bonne fin de journée et à très bientôt. À bientôt. Merci. Alors voilà, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer.